Donc Jean-Pierre, oui, effectivement, vous confrontez votre démarche aux principes fondamentaux des droits culturels, que sont évidemment les questions de dignité, de diversité culturelle, de coopération, de la question de l'identité, les huit principaux droits culturels que vous connaissez sans doute. Et ça, vous l'appliquez au quotidien dans votre travail. Merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. Alors, appliquer est un mot qui ne me conviendrait pas tout à fait. Non, mais je suis hanté plutôt. C'est-à-dire, ou pour le dire autrement, les droits culturels représentent une sorte de boussole à partir de laquelle on tente, avec les gens que j'embarque dans mon travail, on tente de s'orienter précisément peut-être, mais on va y revenir, précisément pour essayer euh, euh, de vivre les uns et les autres avec les autres dignement. Et je reviendrai sur cette question de la dignité parce qu'elle est pour moi assez fondamentale. C'est une notion assez obscure, interprétable, et c'est bien aussi son intérêt, mais qui en tout cas ne constitue pas en elle-même une sorte de solution. Qu'est-ce qui est digne pour moi, qu'est-ce qui est digne pour l'autre, et comment est-ce que les actions que nous menons les uns avec les autres augmentent, parce que c'est ça le sujet pour moi des droits culturels, augmentent nos dignités respectives. Alors, je vais vous raconter quelques-uns de mes voyages. J'ai beaucoup voyagé, mais pas très loin de chez moi. Le monde est à portée de notre souffle, et dans tous les pays aujourd'hui, on rencontre tous ceux dont tu disais qu'on les appelle les noms quelque chose, qui sont si nombreux qu'on se demande comment on doit appeler les autres. C'est eux. Comment ils nous appellent d'ailleurs? C'est intéressant de savoir ça. Et en tout cas, je l'ai déjà dit, c'est des lieux dans lesquels nous, comme équipe artistique, ou comme intellectuels, ou comme chercheurs, nous ne sommes ni espérés ni attendus. Et ça, ça a été pour moi quelque chose d'assez fort dans mon trajet, dans mes voyages, c'est de m'apercevoir que quand je viens dans un endroit pour faire du théâtre, je viens rencontrer des gens qui n'ont pas envie de faire de théâtre, qui ne savent pas ce que c'est, et même quand ils arrivent à savoir ce que c'est, ils ne sont pas nécessairement désireux d'entrer dans la danse. On s'est rendu compte de ça avec mon équipe. Un jour, on est convié par un bailleur social un bailleur comment on appelle ça, qui a construit des foyers de travailleurs migrants dans les années 60, type Sonacotra, ça dira des choses à certains d'entre vous, pour accueillir les travailleurs migrants étrangers, en particulier d'Afrique du Nord, puis des autres migrations sont arrivées. Et donc on les invite à venir travailler sur la transition d'un foyer soit il va être détruit, il est insalubre, et des résidences sociales vont être construites. Donc on arrive avec l'idée qu'on va faire théâtre de l'existence de ces gens. Ils ont été adorables, ils nous ont accueillis dans une forme d'hospitalité extraordinaire, mais ils se demandaient bien ce qu'on faisait là. Et on avait beau leur expliquer, d'abord les premières choses qu'ils nous ont dit, « Ah, vous êtes journaliste ». Non, nous sommes des raconteurs d'histoire. On était très contents de dire ça comme ça. Ils nous ont répondu, ah, nous on raconte pas d'histoire, on ne ment pas. Bon, alors on s'est dit que le théâtre, ça allait pas le faire. Alors on a eu envie de parler avec eux, on a eu envie de rendre visible quelque chose de leur existence, parce que c'était ça qui nous occupait, de rendre visible ce trou obscur dans lequel ces gens vivent, dans une insalubrité terrible, dans un foyer où il y a 400 places, il y a 600 personnes qui l'occupent, un lieu où la municipalité elle-même, lorsqu'on lui fait une demande de subvention, nous octroie, avec une lettre à la clé très, très heureuse de nous l'octroyer, 400 € pour le travail qu'on fait. On leur a rendu, en leur disant non, merci. Ils ont été très vexés. Mais du coup, ils ont trouvé autre chose. Bon, bref. En tout cas, cette invisibilité de ces endroits était telle qu'on s'est dit on va faire quelque chose. Au fond, c'est peut-être à ça qu'on sert dans le travail artistique que l'on mène. On va faire quelque chose pour le rendre visible. Et ça, c'est une thématique que les droits culturels m'ont constamment mis en tête depuis, c'est comment est-ce qu'on rend visible l'autre et pas seulement soi-même. Et qu'on se rend visible ensemble dans l'espace qu'on va créer. Et donc on a imaginé du non-théâtre, on a fait un musée
un musée éphémère dans une salle qui devait être détruite, donc c'était tranquille, on nous a foutu la paix, il y avait de la place, un musée éphémère de leur vie. Et on l'a construit avec eux, en essayant de mettre là, avec d'autres artistes, des objets, des récits, des fragments des photos, des fragments de vidéos. Un auteur de bande dessinée est venu travailler avec eux pour raconter des histoires. Enfin, c'était un moment assez étonnant. Et quand on a commencé à parler avec eux du musée, on leur a dit, vous voyez ce qu'on veut faire, vous comprenez? Oui, 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 oui. Et puis, oui, on comprend. On s'est dit on va aller visiter le Macval qui se trouve dans la même région. Allez voir, vous allez voir un musée, allez, vous venez, on se donne rendez-vous. Il y en a 2 qui sont venus. On a fait la visite quand même. Et puis quand on est revenu, on s'est interrogé. Mais vous savez ce qu'on vient faire? Vous savez qui on est? Comment? Et l'un d'entre eux nous répond, oui, vous faites partie de l'équipe de démolition. C'est pas comme ça que je me voyais. Donc, vous voyez, à chaque fois, ce sont dans ces épisodes-là, on a pris, et là, c'était bien avant qu'on commence à se poser un peu avec les droits culturels, se dire, mais qu'est-ce qu'on vient faire là? Qui est-on? De quel droit, au fond, est-on présent sur ces espaces? Comment on vient faire intrusion dans ces endroits? Et pourquoi? Est-ce que c'est parce que nous voulons nous dédouaner de quelque chose, d'une culpabilité individuelle ou collective? Là, nous, les Européens, les continentaux, les enfants de ceux qui ont fait venir ces hommes et quelques femmes, à quel endroit on est? Alors, c'est sans se battre la coulpe, c'est-à-dire ça interroger vraiment le droit que nous avions à approcher ces espaces. Et j'en reviendrai peut-être avec Gaby sur cette notion dont tu as parlé un peu, le droit d'approche, qui est une question, peut-être pas un des droits culturels, mais qui est quelque chose de très passionnant. C'est-à-dire comment est-ce que nous-mêmes, nous ouvrons notre présence aux autres communautés dont nous ne faisons pas partie profondément. Je ne suis pas de cette histoire, je n'étais pas de l'histoire de ces hommes. Donc c'est pour la raison pour laquelle, depuis un moment, on refuse de se faire appeler intervenant. Nous n'intervenons nulle part. Nous ne sommes pas une force d'intervention, encore moins une force d'intervention théâtrale. Ça n'a pas de sens. Pendant tout le travail qui a été fait dans cet endroit, comme dans d'autres endroits après, a été vraiment un travail d'approche, c'est-à-dire de frapper à la porte et d'attendre qu'on nous ouvre. Et peut-être que parfois on ne nous a pas ouvert, mais que c'est le droit des personnes de ne pas ouvrir. On avait le droit d'approcher, mais pas le droit d'entrer en intervention. On n'a pas de porte à forcer. Mais peu à peu, l'hospitalité de la plupart des mondes que je fréquente est telle qu'on nous a laissé rentrer. Et on a développé d'ailleurs une théorie qu'on appelle la théorie du café. Comment démarrer un programme de travail dans ces endroits? Prends du café, du thé, prends du café, mange des gâteaux, regarde la télévision avec les gens, parle de la dernière guerre, parle de la météo, ouvre une sorte de café-culture très, très, très café du commerce, comme on le nommerait de manière méprisante, mais qui est en même temps l'ouverture d'un espace d'interlocution. Et ça prend un temps considérable. Les travaux que nous menons peuvent durer 2-3 ans. Le travail qu'on a fait dans ces foyers de travailleurs migrants, par exemple, a duré 3 ans. 3 ans avec jusqu'au dernier moment le sentiment qu'on ne va pas y arriver. Parce que ça ne naît pas dans les temporalités qui sont les nôtres. Ça ne naît pas dans les protocoles de travail qui sont les nôtres. On ne sait pas au dernier moment, par exemple, ce qui va se passer. Sur un autre endroit, moi j'ai travaillé en psychiatrie aussi, je suis arrivé peu à peu à créer dans le lieu où nous sommes une compagnie qui s'appelle les Créatifs Chroniques, qui est intégralement composée de personnes en situation de handicap. On a renoncé au texte parce qu'ils ne lisent pas, ils ne peuvent pas le lire pour la plupart, apprendre encore moins, mais c'est pas grave, hein. On a inventé ce qu'on n'a rien inventé à vrai dire, hein. On est parti sur du théâtre d'improvisation et on ne fait exclusivement du théâtre d'improvisation. Alors c'est un prix à payer pour le metteur en scène anxieux que tout metteur en scène est et cache derrière ses lunettes, c'est que je ne sais jamais ce qui va se passer. Les représentations publiques sont assumées, mais ces représentations sont telles que souvent je vois là sur le plateau des choses que je n'ai jamais vues avant. Et certaines autres que j'ai tellement aimées ne viennent pas. Mais c'est comme ça. À tel point qu'en ce moment, on est en train de se décider à faire en sorte que toutes nos répétitions soient publiques. Parce que tout événement qui se produit là est un événement qui est théâtral, si je puis dire, au sens très large de ce mot.
Donc les cadres que ça nous oblige à revisiter sont considérables. Considérables à condition d'être, comme on devrait l'être tout le temps dans les pratiques de l'art, à mon avis, et comme les artistes le sont au fond, ouverts absolument à l'inattendu. Notre matière, c'est l'imprévision. C'est imprévisible ce qui arrive, à condition d'entendre que ce qui arrive a du prix. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de l'errance, ce n'est pas juste des scories, ce n'est pas juste des choses qu'il va falloir corriger, mais que quelque chose de puissance est toujours là, présent, dans ces espaces dits de la difficulté. Et justement, Jean-Pierre, c'est l'une des conditions pour faire ce travail-là, c'est vraiment les conditions de la durée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça en venant de temps en temps. J'aime bien l'expression que vous employez. Vous offrez des points d'arrimage d'humanité. Je veux dire, pour offrir des points d'arrimage d'humanité, il faut passer du temps avec ces gens-là. Ce qui n'est pas complètement le cadre habituel du cadre professionnel culturel. Ce n'est pas du tout le cadre professionnel habituel. Oui, le temps, il est plus qu'indispensable. C'est le lieu de notre travail. Le temps est une forme d'infinie patience avec nous-mêmes, avec les gens avec qui nous sommes. Alors, évidemment, dans le cadre des appels à projets, c'est compliqué. Hein. L'un des endroits, et pour mieux faire entendre de quoi il s'agit, un des endroits où ça se lit encore le plus, c'est dans tout l'univers carcéral que je fréquente depuis des décennies, qui m'a valu bien des tourments. Comment le premier était, mais ça c'était avant même que les droits culturels n'apparaissent dans notre horizon, c'est comment est-ce qu'on peut fabriquer des espaces de liberté dans des lieux qui sont précisément des endroits où elle ne peut pas s'exercer. La phrase qui m'a fait le plus souffrir dans le film César doit mourir des frères Taviani, c'est la dernière phrase que prononce l'un des acteurs de la pièce dont parle le film, qui est un détenu qui est, je crois, condamné à perpétuité, qui est un acteur assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais c'est assez saisissant le travail qu'il fait. Et on entend sa voix off quand la caméra termine sur une cellule, et il dit depuis que j'ai rencontré l'art, ma cellule est devenue une prison. J'ai fait 2 pas en arrière, je suis allé me dormir parce que c'est insupportable. Quand on vient là pour se dire qu'on a une sorte de volonté d'émancipation, d'ouvrir des espaces, oui, mais non, pas forcément, et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, mais cette question, je l'ai toujours, hein. C'est-à-dire, mais on l'a toujours ailleurs, on l'a dans les endroits quand on fait un travail dans les quartiers, quand on fait un travail dans le monde de la psychiatrie ou du handicap. Qu'est-ce qu'il y a après nous? Qu'est-ce qu'on ouvre comme promesse que nous ne tenons pas, mais je dis nous, pas nous comme équipe, mais nous collectivement? Comment est-ce qu'on peut laisser un groupe de gens avec qui on a traversé un truc incroyable faire un spectacle, et puis après on boit un jus d'orange, on s'embrasse et c'est fini? J'ai ce souvenir-là aussi en détention. À Bois d'Arcy, on a fait la sottise de faire, encore une fois, ça on essaye de ne plus le faire, mais un spectacle final pour clore notre processus. Et on l'a fait 2 jours avant Noël. Et là, je nous revois pour une équipe, on part, on dit au revoir, on s'embrasse, on va se revoir, on ne se revoit jamais. On sort et il y a un no man's land important entre des grillages, des barbelés avec les corbeaux. Il est 17h, il fait nuit. Alors nous, on marche vers le sas de sortie et puis il y a des cellules qui sont juste derrière nous et on entend des gars qu'on avait quittés, qui étaient retournés en cellule et qui crient au travers des barreaux « Joyeux Noël, Jean-Pierre, joyeux Noël !» Mais ce n'était pas de la moquerie, c'était juste « À bientôt, joyeux Noël !» Et nous, on était là à marcher dans la rue. Alors c'était très romantique, hein, cinématographiquement, et on pleurait, d'accord? Mais la dernière fois qu'on a vu un de ces gars, il était dans la rue en train d'essayer d'ouvrir une voiture. Parce que comment influençons-nous la vie des gens? Est-ce que c'est notre endroit? Qu'est-ce que nous venons de faire, encore une fois, dans ces endroits? Et comment nous le faisons? Donc, alors oui, moi je suis traversé de tout ça, de toutes ces rencontres parfois inabouties, de ces rencontres qui sont tellement prometteuses quand vous rencontrez un comédien, mais vraiment un comédien, un type qui, comme cet acteur dans le film d'Etaviani, qui vous traverse le plateau, qui invente sur le plateau, qui fait des choses dont vous dites, mais comme disait un comédien, oh là, heureusement qu'il n'est pas dans le métier, il nous prendrait toute la place, cet homme. C'est fascinant de voir la capacité qui peut apparaître dans les espaces que l'art invite. Oui, justement, moi ce que je voudrais savoir, c'est ce que les droits culturels, dans cette démarche qui n'est pas nouvelle, on va passer directement au tutoiement, puisqu'on se tutoie, pour toi Jean-Pierre,
qu'est-ce que les droits culturels fondamentalement, qui est quand même un texte théorique hein, sur les droits, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté dans ce travail-là, fondamentalement? Je disais au début, ils m'ont apporté une sorte de boussole pour m'orienter sur les cartes que je dessine dans mes voyages. C'est-à-dire une boussole qui me redit chaque fois qu'est-ce que tu fais là et pourquoi on est ensemble là. L'idée fondamentale, c'est un truc d'Édouard Glissant auquel je suis très attaché. C'est-à-dire c'est comment est-ce qu'on invente nos humanités. Et nos humanités sont en constante construction et reconstruction. Or, je suis persuadé qu'en plus, ce sont des endroits où on les reconstruit plus qu'ailleurs. D'accord ? Parce qu'il y a tellement d'incertitudes, tellement de fragilité et tellement de vulnérabilité. Donc la vulnérabilité, on en a tous, on s'est tous mis à en parler après la Covid, hein, en se disant ah oui, on est tous vulnérables. Hein, alors là maintenant ça va mieux. Hein. Mieux. On est moins vulnérable. Mais dès qu'il y a une petite guerre à l'horizon, on se sent un petit peu plus vulnérable. Mais notre vulnérabilité est consubstantielle de notre humanité. D'accord ? Même le mâle blanc dominant éduqué de plus de 50 ans, il va finir par le devenir. Hein. Il l'est parfois déjà un peu avant, mais il ne le sait pas toujours. Voilà. Donc quand on a des événements dans la vie que vous avez pour être les uns et les autres, on sent bien de quoi il est question dans cette vulnérabilité. Et qu'est-ce qu'elle est quand elle commence dans l'enfance, quand elle ne quitte pas les personnes et quand elle devient une représentation d'elle-même. Donc le travail artistique, pour moi, il a été de se dire, il y a là non seulement pas une question une sorte de don de soi, à dire on va aider les gens dans leur vulnérabilité, mais de partage de nos vulnérabilités. De dire, le seul truc que les droits nous proposent, c'est d'ouvrir des espaces communs. D'accord ? Et dans ce commun, il est très fort. Ce n'est pas un commun que je crée, c'est un commun qu'on fabrique. Ce n'est pas un commun que j'utilise, c'est un commun que nous habitons. Alors, donc on a tendance à se dire que les institutions qui sont les institutions sociales, la pénitentiaire, les hôpitaux, sont des endroits où la relation à l'autre n'est pas du tout dans cet espace de partage que les droits culturels dessinent. Pas du tout. Et là, je pourrais les prendre les uns après les autres. C'est pour ça que la prison est un endroit... Moi, j'ai rencontré les droits culturels avec le réseau Culture 21. Un jour, où ils m'ont demandé de venir raconter ce que je faisais à la maison d'arrêt de Villepinte, juste après les attentats. On nous demande... il y a beaucoup d'argent qui est arrivé juste après les premiers attentats, après Charlie, et puis encore un peu après. Tout à coup, une manne financière s'est déversée sur les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Et donc, M. Chrétien-Gony, vous ne pourriez pas nous faire une proposition, d'accord ? Et parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne le savent toujours pas, mais ils ne savaient pas quoi faire. Donc on est arrivé en se disant, on va aller voir comment est-ce que nous, compagnie de théâtre, on va pouvoir fabriquer quelque chose là-dedans. Derrière, il y avait cette idée toujours dominante, c'est de dire, on va si je puis dire, leur rappeler la laïcité, leur rappeler la citoyenneté, enfin, que le message des artistes, ça va être quand même de faire œuvre citoyenne et de ramener tous ces gens quelque part dans le giron de notre République. On entend bien ça. C'est pas ce que nous sommes venus faire. Et donc, j'ai essayé d'expliquer, mais après, au regard des droits culturels, que nous, on est venus en disant, on va ouvrir un imaginaire, qui est un imaginaire peut-être commun. Et on a eu un peu de culot. On a proposé aux détenus en question, qui donc étaient tous impliqués d'une manière ou d'une autre dans des organisations dites terroristes, on a travaillé sur Faust. Et c'était fascinant de voir comment Faust, le personnage, l'histoire, est devenu notre histoire commune. Mais évidemment, quand j'ai raconté ça sur les droits culturels, on m'a dit, mais c'est eux qui ont eu l'idée ? Non. La mise en scène s'est passée comment ? C'est eux vous l'avez faite ensemble ? Non. La temporalité, vous l'avez réfléchi, discuté ensemble ? Non. Comment ça s'est passé, la pénitentiaire ? Oui, vous aviez envie qu'il y avait des droits de sortie. On voulait qu'on puisse sortir à l'extérieur. Mais on était naïfs. Faire sortir des gens qui étaient prévenus sur des affaires de terrorisme, c'est même pas la peine d'y penser. Mais on leur avait dit qu'on allait essayer de le faire. Ah bon ? C'est pas bien ça quand même, hein, de vendre ce qu'on n'a pas. Donc, alors quand je passe sur tous les détails de ce récit qu'on fait de cette action-là, et où ça va même dans des subtilités importantes, puisque l'un des gars est assez convaincu, si je puis dire, ses convictions sont fortes et bien établies. Il vient au théâtre en me disant je n'ai pas le droit de faire du théâtre. Bon, et tu viens quand même. Oui, me dit-il, et puis parce que j'ai envie de parler. Et on commence à avoir un lien tous les deux. Mais tous les deux. Il avait compris, il a dû dire c'est le chef, hein, c'est lui qu'il faut parler.
Et avec cet homme se noue une relation très étrange, puisque d'abord il me parle beaucoup de ses convictions, je l'écoute, et je lui réponds à un certain nombre de choses. Voilà, il m'explique comment dans le Coran on trouve la vitesse, une séquence où on peut déterminer la vitesse de la lumière de 299 792 km par seconde. Si vous faites une certaine travail symbolique comme la gématrie, vous savez, vous pourrez voir qu'on apparaît. Alors on essaye de discuter, moi je lui dis oui, tu racontes des histoires, nous aussi on en raconte, enfin, on est là-dessus. Et peu à peu, il va se mettre à écrire, il va me dire on va s'écrire. Je ne suis pas sur le théâtre, mais on va s'écrire. Je lui dis ok, on va faire le texte ensemble, allez, on s'écrit. Et puis je suis d'accord, je vous parle, pardon, il me dit vous. Je vous parle parce que je sais que vous ne voulez pas me convaincre, je sais que vous savez que je ne veux pas vous convaincre, mais je veux sauver votre âme. Allez, c'est parti. Donc on est parti dans une relation assez étonnante qui va se déplier sur le fait qu'il va écrire le texte avec moi, que ce texte, on va le faire jouer, qu'il va être sur le plateau là, à côté, parce qu'il ne veut pas monter sur scène, et à la fin des représentations, il est là, en train de gueuler le texte qu'on a écrit ensemble. Mais il n'a pas fait de théâtre. Et on le revoit, des mois après, il ressort, il est en conditionnel, et là, il vient nous présenter ses enfants, en disant à ses enfants, j'ai travaillé avec ces gens, alors qu'on n'est pas dans son univers. Voilà. Donc tout ce mécanisme-là, alors à la fois on en est très content, et en même temps, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Où est-on là de nos désirs communs, de nos espaces communs ? Comment est-ce que... voilà. Qu'est-ce que je produis ? Qu'est-ce que nous produisons ? Est-ce qu'on fait... Moi, je pense qu'on fait œuvre. Mais on fait œuvre. Œuvre, ce n'est pas un truc qui sort de moi, c'est quelque chose qui surgit de notre espace commun. Mais ça ne surgit pas de manière simple, facile et tranquille. C'est extrêmement compliqué. Un autre exemple, qui est ce qu'on vit en ce moment, je vois Christelle qui est en face de moi, ce qu'on vit en ce moment dans l'Essonne, sur la caravane Babouillec. Voilà, depuis quelques années avec l'Essonne, on est parti sur les droits culturels, de réfléchir et de travailler de manière très concrète. On s'interroge sur ce qui se produit dans les espaces médico-sociaux. D'accord ? Là encore, on parle des établissements pénitentiaires, mais les cadres et les conditions de vie dans les espaces médico-sociaux, dans le cas du handicap ou du grand âge, posent quelques soucis, quelques questions. Et on a choisi, en réfléchissant avec les professionnels aussi du secteur médico-social, on a choisi de prendre une figure qui s'appelle, c'est Babouillec, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelques-uns d'entre vous. Babouillec, c'est une jeune femme autiste qui ne parle pas, qui n'a jamais parlé, qui est considérée comme déficitaire de manière très, très accentuée. On dit 80% est jugé comme ça. Et Babouillec, un jour, sa mère s'occupe d'elle, elle la prend parce peu personne ne veut d'elle dans les IM Pro et les IME. Elle vient à la maison, elle se met à bosser avec elle. Elle ne décrit pas, je ne sais pas trop ce qui se passe, elle passe beaucoup de temps avec elle, et un jour, elle lui montre des lettres, comme de Scrabble, et elle voit sa fille, qui fait J-E, je, S-U-I-S, suis, et qui commence du coup à communiquer par l'intermédiaire de cette composition de lettres. Mais elle communique, elle écrit des phrases, elle écrit des textes, elle a écrit 3 livres. 3 livres dont le titre du premier, regardez sur Google, hein, elle les connaît les mots, mais peut-être pas nous, Algorithme éponyme, le premier livre. D'accord ? Où a-t-elle pu apprendre ça ? Comment a-t-elle pu apprendre ça ? D'où elle sort ? Quelle est cette figure extraordinaire qui, du coup, nous guide aussi dans le travail qu'on fait en Essonne sur l'idée qu'on va chercher les Babouillecs. Parce que ça aussi, du coup, ça redevient, on rentre dans l'histoire des droits culturels. C'est-à-dire que quelle incroyable domination nous avons sur les gens en les désignant et les assignant dans leurs identités. Pas un d'entre nous n'est capable de faire ce qu'a fait Babouillec. Je veux dire. Enfin, oui, on est peut-être poète, auteur, mais regardez ce qu'elle a écrit. Son dernier livre, Voyage au centre d'un cerveau d'autiste, un roman autobiographique qui s'appelle Rouge de soie. Je veux dire, c'est de la littérature qui semble sortir de nulle part. Et ça, moi j'avais déjà eu le sentiment de rencontrer tellement de gens qui étaient dans cette histoire-là, qui tout à coup manifestaient, une sorte de brut de l'art, pour le nommer comme on le nomme aujourd'hui, qui nous intéresse, qui dépasse pour moi la question des arts plastiques, qui est quelque chose qui est non pas seulement une spontanéité, mais le surgissement de tremblements incroyables et d'élaboration de significations qui ne sont pas à notre disposition, nous, comme disait Guattari, nous les normopathes. D'accord ? Merci à toi, Jean-Pierre. C'est une très très belle illustration de la façon dont les droits culturels nous ont amenés à évoluer d'une position de, effectivement, on apporte la culture à des gens dépourvus de culture,
ce qui reste quand même, malgré tout, le modèle dominant, même si ça évolue, à une position de se dire effectivement que chaque personne est évidemment pourvue de culture, d'histoire, de récits, et à échanger avec nous.